bonsoir à tous. Alors, oui, moi je suis scientifique, mais j'ai une certaine habitude de parler à toutes sortes de publics, donc je vais essayer de faire en sorte d'utiliser le moins de jargon possible et de vous faire comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Donc j'ai une formation de neurosciences à la base, et le fonctionnement du cerveau, et je me suis spécialisé très tôt sur les problèmes d'addiction. Et j'ai commencé par une thèse de sciences sur la nicotine, et donc ça fait 30 ans que je travaille sur la nicotine. J'enseigne dans à peu près tous les diplômes universitaires d'addictologie et de tabacologie en France, où je forme les futurs tabacologues sur la pharmacologie de la nicotine, la dépendance, et depuis quelque temps sur la cigarette électronique, puisqu'il est bien évident qu'ils ont besoin d'avoir des connaissances dans ce domaine. Alors, par cette diapositive, je souhaite rendre hommage aux pionniers de la recherche sur le tabac. C'était un psychiatre anglais, Michael Russell, et qui avait très vite compris le sujet du tabagisme. Il avait très vite compris que ce que les fumeurs cherchaient dans le tabac, c'était la nicotine. Alors, je vous dirai plus tard qu'il n'y a pas que la nicotine, mais c'est le moteur principal. Et que le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Le problème, c'est la fumée. La fumée contient un grand nombre de toxiques, je vais y revenir. Et si on arrivait à donner aux fumeurs de la nicotine sous une forme moins dangereuse, on pourrait les aider à arrêter. C'est comme ça que Michael Russell a été un des premiers cliniciens à faire des essais cliniques avec les gommes à la nicotine, etc. Et donc, il a ouvert le chemin, et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était vraiment très ouvert à toute la recherche qui se faisait dans le domaine. Ce qu'il faut bien comprendre dans le tabac, c'est que ce n'est pas la nicotine qui tue. La nicotine en soi n'est pas plus dangereuse, guère plus dangereuse que la caféine. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est le fait de brûler du tabac qui est dangereux. Si vous fumiez des cigarettes de laitue, de la laitue séchée, vous auriez exactement les mêmes composés dans la fumée, du monoxyde de carbone, parce que c'est une combustion incomplète, des goudrons, des gaz oxydants, mais vous n'auriez pas la nicotine. Or, c'est pour ça que l'homme a choisi le tabac, c'est parce que dans le tabac, il y a de la nicotine. Et que cette nicotine, elle a des effets renforçateurs au niveau du cerveau, et c'est une substance addictive. Et donc, le problème, ce n'est pas la nicotine en soi, c'est le véhicule qui l'apporte. Or, ce véhicule qui l'apporte, la fumée de tabac, est dangereuse, mais en même temps, c'est celle qui permet d'apporter la nicotine le plus rapidement possible au cerveau. Il n'y a pas de meilleure voie d'administration que ce soit une drogue ou que ce soit un médicament, que la voie pulmonaire. Parce que comme l'oxygène, la substance qui va rentrer dans le sang va monter directement au cerveau. Et c'est pour ça que la cigarette a supplanté tous les autres modes de consommation du tabac dans le monde. Ça rend beaucoup plus addictif et beaucoup plus rapidement. Donc, c'est cette fameuse fumée qui pose problème. Et juste un petit point, j'en profite. Beaucoup de fumeurs s'imaginent que les cigarettes légères, ça existe encore, même si on ne les appelle plus comme ça. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de cigarettes légères. Ce sont simplement des artifices physiques. On a fait des trous dans le filtre pour diluer la fumée. Et comme on teste les substances toxiques dans une machine à fumer qui ne sait pas boucher les trous, on trouve effectivement que la fumée est diluée, donc il y a moins de nicotine, il y a moins de goudron, il y a moins de tout ce qu'on veut. Seulement un fumeur, lui, il met ses doigts à peu près là où il y a les trous, ou alors il y met les lèvres, il change sa façon de fumer, et il obtient de toute façon ce qu'il veut, tout en s'intoxiquant encore plus. C'est ce qui a été très joliment montré par Martin Jarvis en Angleterre, où il y a donc une enquête qui est annuelle. Au contraire, malheureusement en France, nous, c'est au mieux tous les 5 ans.
En Angleterre, il y a une enquête annuelle. Maintenant, sur les fumeurs, en Angleterre, il y a carrément une enquête mensuelle. Et à l'époque, donc, elle était annuelle. Et sur la totalité de l'échantillon, il a demandé à un sous-groupe, à peu près 2000 personnes, de lui fournir un échantillon de salive. Et grâce à ça, il a pu mesurer ce qu'on appelle le métabolite de la nicotine, c'est-à-dire un produit de dégradation, qui est plus facile à mesurer que la nicotine, c'est pour ça qu'on le choisit. Et grâce à ça, et en sachant le nombre de cigarettes que les gens avaient fumées dans la journée, un petit calcul mathématique lui a permis de savoir combien chaque fumeur avait tiré de chaque cigarette de nicotine. Or, si les cigarettes légères existaient, on aurait dû avoir ce graphe en rouge, hein, avec ici le rendement théorique selon la machine à fumer des cigarettes, donc 1 mg qui est la limite imposée par l'Europe depuis un certain nombre d'années, donc de 1 mg en descendant jusqu'à 0,1 mg. Et en fait, ce qu'il a observé, c'est les barres bleues. C'est-à-dire que quel que soit le type de cigarette, un fumeur, il va chercher à peu près 1 mg de nicotine dans sa cigarette, quel que soit le type de cigarette. Et on sait aussi, par d'autres études, qu'en fait, un fumeur peut tirer entre 1 et 3 mg d'une même cigarette. Il faut savoir que dans le tabac de la cigarette, il y a 14 mg. Donc, on en retire au mieux 1 à 3 mg. Et les fumeurs savent très bien jouer avec ça. Ils savent très bien régler leur dose de nicotine, leurs besoins. En fonction, si vous avez été fumeur, si vous connaissez les fumeurs, on ne fume pas de la même façon au cours de la journée. On n'a pas les mêmes besoins. Et ce qui est extraordinaire avec la cigarette, si on peut dire, c'est qu'avec la nicotine, on obtient ce qu'on veut. Hein, on peut aussi bien se stimuler devant une page blanche que se reposer après une longue journée de travail. La même drogue produit des effets diamétralement opposés, ce qui la rend d'autant plus addictive, puisque, quelle que soit la condition dans laquelle on est, finalement, on en tire du plaisir. Donc le fumeur sait réguler cette nicotine. Et ça avait été montré dans une étude où on avait utilisé des très gros fumeurs, fumant à peu près 30 cigarettes par jour, et à qui on avait collé 1, 2 ou 3 patchs. Donc 21, 42 ou 63 mg de nicotine par jour. Et ces gens-là, quand ils étaient à 63 mg de nicotine par jour, avec 3 patchs, fumaient encore 12 cigarettes par jour. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette étude a montré qu'il n'y a pas du tout d'effet sur le système cardiovasculaire. Parce que ce qui compte, c'est plus le monoxyde de carbone que la nicotine en soi. Et donc, quand les gens avaient beaucoup de nicotine apportée avec le patch, ils tiraient moins sur leurs cigarettes. Donc, ils étaient moins exposés au monoxyde de carbone. Et donc, l'effet sur le système cardiovasculaire était identique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que quand ils avaient... Alors, est-ce que je peux trouver la souris ? Oui. Quand ils n'avaient pas de nicotine, quand ils avaient 3 patchs placebo, hein, puisque c'était une étude qui était contre placebo, ils tiraient, c'était des gros fumeurs, hein, ils tiraient 2,5 mg de nicotine par cigarette. Et ces mêmes fumeurs avaient 3 patchs, donc 62 mg de nicotine apportée, 63 mg de nicotine apportée, ils ne tiraient plus que 1,6 mg sur chaque cigarette. Donc le fumeur sait très bien contrôler cette nicotine et ses besoins. Et en soi, le vapoteur va faire la même chose. Alors, voilà, nous y sommes, cette fameuse cigarette électronique. Alors, une cigarette électronique, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'y a pas une cigarette électronique. Il y a des centaines de modèles, voire des milliers, et il y a des générations différentes. La première génération, c'est celle qu'on appelle, celle qui ressemble à des cigarettes, c'est celle qui est en haut à gauche, hein. Souvent des jetables, hein, donc on achète, on tire dessus et puis après elle est jetée. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que ça ne marche pas très bien et qu'en général les fumeurs ne l'adoptent pas. Deuxième problème, on imagine si toutes ces batteries, puisqu'il faut savoir que la partie blanche c'est une batterie, hein, si toutes ces batteries se retrouvent dans la nature, ça pose aussi un autre problème. Donc ça c'était la première génération de cigarettes électroniques. Certaines avaient à l'emplacement de ce faux filtre en fait des cartouches remplaçables.
Mais c'était une première génération. Et les essais cliniques que l'on a jusqu'à présent et les études que l'on a jusqu'à présent sont surtout basées sur ces cigarettes-là qui ne marchent pas, en fait, qui sont inefficaces. La seconde génération, comme vous voyez en bas à gauche, ce sont des cigarettes électroniques qui sont un petit peu plus performantes parce que tout simplement la batterie est plus grosse, donc elle a une puissance plus importante pour chauffer l'élément chauffant qui va produire de la vapeur, qui va transporter la nicotine dont le fumeur a besoin. Donc ça marche de toute façon toujours sur le même principe. On a une source d'énergie, la batterie, on a une résistance chauffante qui est alimentée par la batterie, et on a du liquide qui vient sur la résistance se faire vaporiser. Et puis, on a en bas à droite les nouvelles générations. Ça, c'est un peu plus simple, mais c'est une nouvelle génération. Vous voyez ici qu'on a une batterie encore plus grosse. Et en fait, l'avantage ici, c'est qu'on peut retirer son accu et le mettre à charger, en mettre un autre pendant que l'autre charge, etc. Et donc, on a toujours le même produit, mais on peut garder celui-ci. Si vous partez comme fumeur avec ça, il va vous falloir très vite 2 batteries, voire 3, parce qu'il faut toujours en avoir une qui charge pendant que vous utilisez l'autre. Donc ça, c'est les progrès de cette cigarette électronique. Et ce qu'elle contient, le liquide qui est utilisé, c'est un mélange de propylène glycol et de glycérine. C'est ça qui produit la vapeur, hein, cette fausse fumée. Le propylène glycol, c'est ce qu'on utilise dans les spectacles, dans les salles de spectacle, quand on veut faire du brouillard, de la fumée, etc. Donc c'est un produit qu'on connaît bien depuis très longtemps. Il a même été utilisé dans les années 1930 comme désinfectant dans les hôpitaux. Et la glycérine, bon, ça c'est connu. Des arômes, et ça c'est un élément essentiel. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la cigarette électronique en disant « oui, c'est fait pour les jeunes, etc. » Puis regardez, vous voyez les arômes bonbons banane, fraises tagada, etc. Ce n'est pas du tout pour attirer les jeunes. C'est simplement que le fumeur, lorsqu'il arrête de fumer, redécouvre le goût et l'odorat. Et qu'un jour, au début, il arrive dans une boutique, il dit « moi, je veux un arôme tabac, je veux rien d'autre, je veux pas des fruits et légumes. » Mais un jour, il franchit le pas. Et il se rend compte qu'il peut avoir exactement le même plaisir, mais avec un goût agréable dans la bouche. Et donc, cette panoplie d'arômes, elle a cet intérêt-là de capter le fumeur sur ce produit pour lui permettre d'arrêter de fumer. Donc il y a ou non de la nicotine, il y a des liquides sans nicotine, et je vous montrerai tout à l'heure que les vapoteurs ont tendance à diminuer leur utilisation de nicotine avec le temps. Et puis, suivant les liquides, il y a aussi un petit peu d'alcool ou un peu d'eau. L'alcool, c'est souvent lorsqu'on utilise des arômes naturels, en fait, parce que la plupart des arômes naturels, qui sont tous des arômes alimentaires, hein, la plupart des arômes naturels sont extraits à l'alcool. Donc il y a toujours des traces d'alcool. Alors qu'avec les arômes artificiels, qui en termes de toxicité, pour nous chercheurs, sont préférables, puisqu'on a une molécule simple, alors qu'un arôme naturel, on a quelque chose de complexe. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des liquides sans alcool avec les arômes artificiels. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important pour comprendre la dépendance à la cigarette, c'est la vitesse à laquelle la nicotine pénètre dans le cerveau. Et la voie pulmonaire est la voie la plus rapide qui existe. Et ce qui se produit, c'est que par inhalation, la concentration qui arrive au cerveau va ensuite se redistribuer et on a un décalage énorme entre la concentration dans le sang veineux, qu'on peut mesurer en faisant une prise de sang, et le sang artériel qui, lui, est celui qui va baigner le cerveau. Et c'est cette grosse différence qui rend la cigarette si addictive. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe avec des substituts nicotiniques, comme une gomme à la nicotine ou voire un patch, on voit que l'absorption est beaucoup plus lente et on n'a jamais ce phénomène-là. Là, en rouge, c'est la cigarette au niveau veineux, là, c'est au niveau artériel. Avec une gomme ou avec un patch, l'administration est tellement lente qu'on n'a jamais ce décalage. Et c'est une des choses qui explique l'accroche de la cigarette et qui
fait qu'elle a supplanté tous les autres modes de consommation. Maintenant, le problème de la cigarette électronique, ça ne marche pas pour tout le monde. Et ça marche très mal si on utilise ça. Ça marche déjà beaucoup mieux si on utilise ça et qu'on utilise un dosage de nicotine suffisant parce qu'il y a besoin d'utiliser le plus de nicotine possible de façon à satisfaire son manque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette cigarette électronique est beaucoup moins efficace, même si c'est une inhalation aussi, est beaucoup moins efficace que la vraie cigarette. Et c'est ce que montre cette étude, qui vous montre qu'avec une cigarette, vous obtenez votre dose nécessaire. Alors là, on est dans le sang veineux. Vous obtenez votre dose à peu près en 5 minutes. Hein. Vous fumez votre cigarette une dizaine de bouffées en 5 minutes. Si vous prenez ce type de cigarette électronique, je ne parle même pas des premières générations, mais des deuxième génération, vous avez la ligne en bleu. Et vous voyez qu'avec cette ligne en bleu, il faudrait à peu près 1 heure pour obtenir ce qu'on obtient en 5 minutes avec une cigarette. Avec des choses plus évoluées, il faut quand même à peu près 35 minutes. C'est pour ça, et c'est ce qui explique pourquoi on voit souvent les vapoteurs toujours vapoter. Et c'est pourquoi, entre autres, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à la santé publique, c'est pourquoi aussi je milite contre l'interdiction dans les lieux publics, parce que le vapoteur ne peut pas se satisfaire, et en particulier au travail par exemple, le vapoteur ne pourra jamais se satisfaire d'une petite pause toutes les 2 heures. Ça n'est pas possible. Il ne peut pas avoir sa dose de nicotine. Il faut qu'elle soit répartie régulièrement sur la journée. Les enquêtes, alors Catherine va parler de ce avec quoi elle est confrontée, Xavier aussi, avec les fumeurs. Là, ce sont des enquêtes qui ont été réalisées sur Internet. Donc forcément, ce sont des vapoteurs qui sont impliqués, etc. Donc le fait de faire une enquête sur Internet, c'est bien évident que ce n'est pas de la population générale. Mais sur les gens donc, qui sont impliqués, les vapoteurs qui sont impliqués en gros des forums, parce que ça aussi, c'est la première fois. Pour la première fois, les fumeurs se parlent, ils ont créé des forums, ils sont sur Internet, hein, et ils se parlent, ils s'aident. Il y a tout un apprentissage. Moi, je m'y suis mis pour apprendre aussi. J'ai appris de leur part des choses pour comprendre ce phénomène. Et sur ces forums, on voit que le succès de la cigarette électronique est énorme. C'est au moins 3/4 des gens ont arrêté de fumer, et très souvent, très rapidement. Et chez certains, sans même le vouloir. Donc là, il y a quelque chose qui était intriguant. C'est pour ça que c'est un phénomène social. C'est quelque chose qui est parti de la base. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on a imposé, ce n'est pas un médicament où on a dit « tiens, allez voir le docteur et puis vous aurez… » Non, ce sont les fumeurs eux-mêmes qui ont découvert le produit et qui l'ont en plus fait évoluer parce qu'ils ont fait remonter les informations aux fabricants et ils ont pu faire améliorer les choses. À l'origine, je ne sais pas si vous savez, mais à l'origine, l'inventeur est un Chinois, Hong Link, qui est un médecin chinois qui a inventé ça pour son papa qui était en train de mourir d'un cancer du poumon. Et donc il a cherché à lui procurer le plaisir de la nicotine, mais en faisant en sorte qu'il ne fume plus. Donc c'est lui qui est à l'origine de cette invention. Donc ça, c'était en 2003. Et l'essor a commencé en Europe en 2007, 2006, 2007. Et depuis 2012, c'est vraiment très impressionnant. On estime à peu près à 2 millions d'utilisateurs en France. La nicotine pure, si on se base sur ces enquêtes chez les vapoteurs, semble moins addictive. Il est clair que dans la fumée de tabac, il n'y a pas que la nicotine. Hein. Il y a à peu près 7000 substances chimiques dans la fumée de tabac. Et donc, il y a, entre autres, des substances qui ont des effets antidépresseurs, des inhibiteurs des monoamines oxydases, et il y a de l'acétaldéhyde, un certain nombre de substances qui vont interagir avec la nicotine et qui renforcent la dépendance. Là, on a la nicotine pure, puisqu'on n'a pas de combustion, on n'a pas de tabac. Et il semble, d'après ces enquêtes chez les vapoteurs, qu'à la longue, les vapoteurs tendent à baisser leur concentration en nicotine. Il peut y avoir 2 raisons. C'est soit leur dépendance diminue, ce qui semble être le cas lorsqu'on les interroge, qu'on utilise des questionnaires de dépendance
ils semblent être moins accrochés qu'auparavant avec leurs cigarettes. La deuxième raison, ça peut être aussi qu'ils progressent dans l'utilisation de leur matériel. Ils ont des cigarettes électroniques beaucoup plus performantes et donc ils peuvent obtenir les mêmes doses de nicotine mais avec des concentrations moindres parce que leur cigarette électronique est plus efficace. Donc je pense qu'un peu des deux participe à ce phénomène. Ce qu'on voit aussi, par exemple, en Angleterre, où donc ils ont la chance d'avoir une enquête mensuelle, c'est qu'on voit que quand on demande aux gens qu'est-ce que vous avez utilisé pour arrêter de fumer dernièrement, et on voit l'essor, à partir de 2012, l'essor de la cigarette électronique qui surpasse très vite les substituts nicotiniques, qui sont ici en bleu. Alors, quels sont les risques ? Il est bien évident que le mieux, c'est de respirer de l'air pur. Déjà, en vivant en ville, on s'expose à un risque. Et il est évident aussi que la vapeur de cigarette électronique, c'est moins bien que de l'air pur. Est-ce que c'est moins bien que de l'air de la ville ? C'est plus difficile à définir. Ce que l'on sait, c'est que comme il n'y a pas de combustion, a priori, il y a considérablement moins de substances toxiques. Ceci dit, il peut y avoir des phénomènes lorsque la résistance chauffante chauffe trop, qui va transformer soit le propylène glycol, soit la glycérine végétale, peut-être aussi les arômes, qui va produire éventuellement des substances toxiques. Aussi à partir de la nicotine, puisque la nicotine qu'on utilise aussi bien dans les substituts nicotiniques que dans la cigarette électronique, c'est de la nicotine qui est tout simplement extraite du tabac. Et cette nicotine, elle n'est pas pure à 100%, elle est pure à 99,8%, 7% en général. Donc il y a toujours un petit résidu de quelque chose. Et ce petit résidu, ce sont entre autres des substances cancérigènes, mais qui sont dans la vapeur de cigarette électronique considérablement moins élevées. Les substances cancérigènes, ici le NNN, NNK, ici on est 40 fois moins, 380 fois moins. Donc on a quelque chose qui est considérablement moindre et qui est du même ordre en fait que ce qu'on retrouve dans les gommes à la nicotine par exemple. Puisque comme on utilise la même nicotine, il y a aussi des résidus dans la gomme de nicotine. Le point qui, nous chercheurs, nous intéresse le plus actuellement sont plus les arômes. Parce qu'on sait qu'il y a certains arômes, en particulier lorsque ce sont des extraits naturels de tabac ou quand ce sont des extraits naturels de fruits ou certains produits par exemple comme la cannelle, la vanille, ce sont des arômes très complexes et donc on ne connaît pas exactement le devenir de ces arômes lorsqu'ils sont chauffés. Tous ces arômes sont des arômes alimentaires, ils sont tout à fait sains à manger, mais à inhaler, c'est autre chose. Juste un dernier point, je voudrais insister sur la nicotine. La nicotine, tout le monde en a peur, y compris les fumeurs. On leur a fait peur, ça fait plus de 30 ans. Dans toutes les campagnes anti-tabac, on n'est pas anti-tabac, on est anti-nicotine. Et le dernier rapport de l'OMS qui a été publié la semaine dernière, ou la semaine d'avant, incrimine la nicotine plus que la cigarette électronique. Ce qui est assez extraordinaire. Or, la nicotine, on trouve dans tous les bouquins de pharmacologie, de médecine, de tout ce qu'on veut, on trouve que la dose létale est entre 30 et 60 mg pour un adulte. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce sont des chiffres qui ont été inventés par des médecins dans les années 1870 et qu'un toxicologue autrichien qui a fait des recherches dans les vieux grimoires en allemand a retrouvé très récemment, en fait, l'année dernière. Il a trouvé que c'était tout simplement des médecins qui s'étaient amusés à s'administrer eux-mêmes de la nicotine et ils avaient pondu une dose létale comme ça, un peu au pifomètre. Et le problème, c'est que depuis tout ce temps-là, et moi ça fait 30 ans que je travaille sur la nicotine,
On a toujours ça dans les bouquins. Et on ne trouve jamais la référence d'origine. Et lui, donc, l'a retrouvé. Et il a fait en même temps une analyse de ce que l'on sait des tentatives de suicide, parce que ça existe avec la nicotine. Et il a pu montrer que cette dose de 30 à 60 mg était ridicule, ça voulait strictement rien dire, puisque le dernier cas qu'on connaît, c'est une patiente psychiatrique qui a pris 1500 mg. C'est-à-dire qu'elle a pris une fiole de 30 ml à 50 mg par millilitre de produits pour cigarettes électroniques. Bon, le premier symptôme, c'est pas compliqué, c'est nausée et on vomit. La nicotine, il n'y a rien de tel pour faire vomir. Tout fumeur qui a un peu trop fumé en une soirée, il se sent un peu barbouillé. Et ça, c'est un des premiers signes qui fait qu'on se dit, tiens, je vais arrêter un peu de fumer. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces 1500 mg, en fait, il y en a beaucoup moins qui sont absorbés. Et en plus, par voie ingestive, il faut savoir que la nicotine qui va vraiment pénétrer dans l'organisme ne représente que 20% de cette dose. Parce que lorsqu'elle passe dans le sang, elle est filtrée au premier passage par le foie, et le foie va en dégrader 70 à 80% dès le premier passage. Donc en fait, très peu de nicotine arrive au niveau systémique, et ensuite elle est dégradée très rapidement aussi. La demi-vie de la nicotine est de 2 heures, c'est-à-dire qu'en une nuit, un fumeur, il élimine toute la nicotine qu'il a dans son sang. C'est pour ça que le matin, il a à nouveau très envie de fumer. Donc en fait, la dose létale, si on devait l'estimer, est probablement de l'ordre de 500 mg à 1 g de nicotine, non pas ingérée, mais absorbée. Donc des doses beaucoup plus importantes d'ingestion. Et donc, ce qui veut dire que toutes les précautions qu'on prend actuellement avec les fioles de liquide de cigarettes électroniques, en leur mettant des têtes de mort, etc., sont complètement disproportionnées. Et donc, il faudrait vraiment rassurer les fumeurs, parce que même les fumeurs, et les cliniciens peuvent vous en parler, même les fumeurs ont peur des gommes à la nicotine ou des patchs, parce qu'ils s'imaginent que c'est des doses de cheval, alors qu'avec leurs cigarettes, ils ont des choses bien plus importantes. Voilà. Juste pour terminer, les études animales montrent que l'inhalation à long terme de nicotine ne pose pas de problème. C'est une étude chez le rat qui a duré 2 ans, où on a fait respirer à des rats des vapeurs de nicotine, 20 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 2 ans. Aucune tumeur, pas de problème cardiovasculaire, etc. La seule différence, c'était le poids des rats, puisqu'on sait qu'un fumeur, il pèse moins lourd que s'il n'était pas fumeur. Il y a une augmentation du métabolisme, qui n'est pas uniquement due à la nicotine, qui est aussi due à la fumée, mais aussi un peu à la nicotine. La nicotine pure en elle-même, encore une fois, n'est pas dangereuse. On a l'exemple, par exemple, de l'utilisation du snus en Suède. C'est un tabac chiqué, moderne, c'est-à-dire que c'est un tabac dans lequel on a retiré la plupart des cancérigènes. Ce n'est pas un produit sain en soi, mais c'est un produit beaucoup moins dangereux. Et comme il n'y a plus de fumée, eh bien, déjà, on supprime la majorité des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et en termes de cancer, les Suédois utilisent le snus depuis plus de 100 ans. Et on sait très bien qu'en termes de cancer, c'est beaucoup moins dangereux. Le risque est quasiment nul. Voilà. Donc ma conclusion, on sait que les fumeurs fument pour la nicotine. Ils sont capables de doser leur nicotine, donc il n'y a aucun risque de surdosage de nicotine avec la cigarette électronique, de la même manière qu'il n'y en a pas avec la cigarette. Qu'il faut arrêter de faire peur aux fumeurs et à tout le monde avec la nicotine, parce que franchement, c'est pas du tout du niveau de ce que l'on dit. Et que à la fois la nicotine pure à long terme chez l'homme, elle n'a pas démontré d'effet nocif, et qu'il semble que la cigarette électronique permette de diminuer la dépendance, et donc peut-être, on l'espère, c'est une bonne étape pour arrêter de fumer. Voilà. Je vous remercie. En quoi la cigarette électronique intéresse les tabacologues? Moi, je suis médecin tabacologue, je travaille juste à côté, au CHU. Et donc, le cœur de mon métier, c'est de recevoir
en consultation des personnes qui souhaitent arrêter de fumer et qui pensent qu'ils ont besoin d'aide. Je vais, pour illustrer mon propos, vous raconter l'histoire un peu romancée d'une patiente qu'on va appeler Karine, si vous voulez bien. Alors, quand elle arrive pour la première fois nous voir, Karine, elle a 41 ans. Et c'était il y a 5 ans. Karine, elle est vulnérable parce qu'elle a eu une grosse dépression. Actuellement, elle n'est plus en dépression, mais elle prend un traitement, elle est suivie. Grâce à ce traitement, ses symptômes de dépression et d'angoisse sont à peu près contrôlés. Elle ne travaille pas, elle vit seule et elle me parle de ses cigarettes. Elle me dit je fume parce que je m'ennuie, hein, alors je m'occupe comme ça. Et puis je fume aussi après tous les repas, j'aime bien fumer après les repas. Et puis quand je prends du café, elle boit beaucoup de café, chaque fois que je bois une tasse de café, je fume. Et puis aussi quand je téléphone à ma fille, je fume. Et quand j'attends le bus et qu'il ne vient pas, je fume. Et quand j'ai des angoisses et que je me détende, je fume. Et que quand le soir je regarde la télé, je fume, etc., etc., etc. Voilà, ça c'est les cigarettes de Karine. Donc ça prend quand même beaucoup de temps dans la journée de fumer et du coup ça commence à lui coûter un peu cher les cigarettes parce qu'elle fume en fait 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Voilà. C'est surtout parce que ça coûte cher qu'elle vient me voir, hein, parce qu'elle aime bien ça, c'est bon, fumer. Elle n'a jamais essayé d'arrêter complètement, parce que même si elle essaye de diminuer parce que ça coûte trop cher et qu'on arrive en fin de mois, elle est énervée. Elle pense qu'à ses cigarettes, elle a tendance à grignoter beaucoup. Et comme elle se trouve déjà un peu forte, vous avez bien entendu, Karine, en fait, elle vous décrit qu'elle est très dépendante. Nous, on a un test qui s'appelle le test de Fagerström, qui est de 0 à 10. À 10, c'est très dépendant, et Karine, elle a le maximum. On a mesuré son taux de monoxyde de carbone, dont nous a parlé Jacques tout à l'heure, qui est un marqueur de toxicité, mais qui est un marqueur aussi de l'intensité avec laquelle Karine tire sur ses cigarettes. Et Karine tire très fort. Elle a 55 ppm, c'est parti par million. Je vous passe les explications. Elle pompe très fort. Elle fume beaucoup, elle pompe très fort. Elle avale des quantités très importantes de nicotine. Aussi, quand elle vient pour dire « Allez, ça y est, j'ai décidé d'arrêter de fumer », parce que j'en ai marre que tout le monde m'appelle monsieur au téléphone, parce que Karine a une voix grave et éraillée, eh bien, on va lui mettre une substitution nicotinique. C'était il y a 5 ans, on ne connaissait pas très bien la cigarette électronique. On était très réservés sur le sujet, mais il y a 5 ans, honnêtement, moi, c'était un peu dans l'inconnu, tout ça. Et donc, Karine va arrêter de fumer avec 3 patchs. Hein, vous avez entendu Jacques tout à l'heure, on peut mettre 3 patchs. Je n'ai pas eu peur de mettre 3 patchs, compte tenu des besoins de Karine. Des patchs, plus des chewing-gums, plus de l'inhaleur, plus tout l'arsenal. Et grâce à ça, Karine va pouvoir arrêter de fumer 3 semaines. 3 semaines. Alors, il y a des choses positives, c'est que par rapport aux fois où elle essayait toute seule de diminuer, où elle était très énervée, elle avait beaucoup de signes de manque, là, elle n'en a pas eu tellement. Par contre, elle continue à s'ennuyer beaucoup et elle grignote beaucoup et elle a pris du poids et c'est ça qui l'a fait refumer parce que prendre du poids, c'est pas supportable. Alors elle se décourage, elle laisse tomber et puis jusqu'au jour où elle commence à avoir mal dans les mollets et où son docteur fait des examens et lui dit mais madame, vous avez de l'artérite, ça veut dire vous avez les artères des jambes qui commencent à se boucher. Là, il faudra arrêter de fumer puis il faudrait marcher un peu. Donc elle revient nous voir. Elle commence à marcher. Voilà, elle est malade à cause du tabac maintenant, donc là ça l'a fait flipper. Et puis entre-temps, est apparue la cigarette électronique. On recommence avec Karine un traitement par patch, mais elle, de son côté, elle va acheter une cigarette électronique, elle va se faire conseiller dans une boutique, etc. Et puis elle prend le dosage maximum de nicotine actuellement autorisé, c'est-à-dire de mémoire 18, 19, voilà 20, enfin voilà 19,9. Hein. Et puis avec ça, elle revient et pour la première fois, elle arrête de fumer pendant plusieurs mois, sans difficulté majeure, avec un poids qui reste stable, malgré quelques grignotages. Et quand elle parle de la cigarette électronique, elle dit qu'elle apprécie la sensation, elle dit aussi que ça la soulage bien du manque et que ça l'occupe et qu'il n'y a rien qui est plus efficace que ça quand elle est vraiment
très, très, très en manque. Voilà. Alors ça, c'est l'histoire. Actuellement, Karine, qui vous l'avez compris, est vulnérable. Elle est presque pas fumeuse. C'est-à-dire que la plupart des jours de sa vie, elle ne fume pas. Et de temps en temps, elle a des gros craquages et elle repart. Et elle repart avec une association de patchs et de cigarettes électroniques. Ce qui lui permet de gérer le manque pendant des longues heures où c'est interdit de fumer. Donc ça, c'est un petit peu pour répondre à Jacques sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça n'est gérable que si vous pouvez avoir un apport de nicotine qui est un peu durable. Et la cigarette électronique va produire un apport de nicotine qui est sans doute plus fugitif que l'apport qu'on peut avoir avec un patch. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Karine qui va me servir pour vous expliquer un peu ce que c'est que la dépendance au tabac. Il y a toujours, on est obligé de considérer 3 choses quand on aborde une personne dépendante. C'est une personne qui est unique, qui a une histoire particulière, qui a une génétique particulière, qui a un fonctionnement psychique particulier, etc., qui va rencontrer un produit. Je ne vous parlerai pas de la dépendance à la nicotine, puisque Jacques nous en a déjà très clairement parlé, et que cette rencontre entre la personne et le produit, elle se fait dans un environnement particulier. L'environnement, il va avoir aussi son rôle dans la facilité ou pas avec laquelle on va se détacher de la cigarette. On va prendre une journée type de fumeur un peu dépendant. Voilà, le matin, il se lève, il prend son café en lisant son journal, il fume. Il part au boulot, il fume. Il arrive au boulot, s'il a un bureau privé bien caché, il ne fume pas, mais s'il est chez lui et qu'il bosse chez lui, il fume. Il va faire sa pause café avec les collègues, il fume. Il va rentrer chez lui, il va s'asseoir dans son canapé, il va se descendre, il fume. Il va téléphoner à une bonne copine pour l'inviter à prendre l'apéro, il fume. Il va prendre l'apéro avec la bonne copine, il fume, etc. Et le soir, il va prendre une bonne petite cigarette avant de se coucher, comme le matin, il aura pris une bonne petite cigarette pour se lever. Voilà. Donc, dans la journée, il y a, sans parler de drogue, ni de produits, ni quoi que ce soit, on finit par acquérir, au bout d'un moment, par la répétition, un certain nombre de réflexes cigarettes. On appelle ça, nous, des conditionnements. À force de faire une pause café-cigarette, je vais associer pause café avec cigarette. Ce qui fait que quand je vais m'arrêter de fumer, à la pause café, même si j'ai arrêté de fumer, soit je vais chercher mon paquet, soit je vais penser cigarette, soit je vais voir les autres gens qui fument et ça va se déclencher une pensée de cigarette qui va vite fait de se transformer en envie. Voilà. Et pour quelqu'un chez qui la cigarette prend beaucoup de place dans la journée, tous ces conditionnements, ça va être en quelque sorte des situations pour lui à risque de recraquer. Voilà. Les conditionnements, on n'est pas né avec, c'est pas inscrit dans notre code génétique qu'avec le café on fume ou qu'à la pause après les cours on fume. C'est quelque chose qu'on a appris et on peut très bien. Donc le principe d'arrêter de fumer, c'est pas le principe de désapprendre, hein, parce qu'un être humain, une fois que c'est appris, c'est appris. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Le principe, c'est plutôt d'apprendre quelque chose qui va prendre la place. Et là, vous voyez que la cigarette électronique, elle peut nous faire penser à quelque chose qui peut prendre la place. Tous ces conditionnements-là, ils sont renforcés par la dépendance pharmacologique. C'est-à-dire que si je fumais de la laitue le matin avec mon café au réveil, il y a peu de chances pour que ça devienne un réflexe. Parce que quand je fume de la nicotine, il y a quelque part quelque chose dans mon cerveau qui va aimer ça. C'est probable que dans la laitue, mon cerveau, il ne va pas trop aimer ça. Il n'y a pas de substance addictive. Donc tout ça, c'est de toute façon, il ne faut pas oublier que c'est pour avoir de la nicotine qu'on fume derrière. N'empêche que cette nicotine, elle est associée à des circonstances, à des arômes, à des stimulations sensorielles qui vont aussi renforcer mon attachement. Alors, si on descend un peu plus profondément dans ce qui lie le fumeur à sa cigarette, on va arriver aux aspects psychologiques. Quand les personnes viennent nous voir en consultation, souvent, pas souvent à la première, mais peut-être à la deuxième, troisième consultation, on va s'apercevoir que l'acte de fumer et la cigarette ont pris vraiment une place très singulière, je dirais quelquefois vraiment affective, dans la vie de la personne. Le fumeur va développer une relation très personnelle avec sa cigarette. Il vous dit, ça fait partie de moi, j'arrive pas à me voir comme quelqu'un qui fume pas, c'est pas vraiment moi. Donc tout ça, évidemment, c'est unique, c'est chaque fumeur qui est différent.
Et donc c'est lié à des choses qui sont dans son histoire, voilà, dans son contexte. Il va être amené à donner des fonctions à la cigarette. Jacques en parlait tout à l'heure, mais c'est le même objet qui vous réveille le matin, parce que ça sert un peu de starter dans la journée. Et puis, moi, il y a des gens qui vous disent aussi, le soir, si j'ai pas ma petite cigarette pour m'endormir, je dors pas. Moi, j'aime bien fumer la cigarette. Pour moi, c'est de la convivialité. Et moi, quand je veux m'isoler, me mettre dans ma bulle, etc., je fume. C'est là que je me sens bien, tranquille, tout seul, etc. Quand je veux me concentrer sur ma feuille d'impôt, je fume. Quand je veux me vider la tête et décompresser, je fume. C'est paradoxal, c'est le même objet, c'est un objet formidable. Et donc, quand on a un objet qui sait faire autant de choses et que pour d'autres raisons, qui sont souvent des raisons liées à la santé, mais pas que, il y a aussi le porte-monnaie et tout ça, ça paraît difficile de l'abandonner. Quelquefois, ces fonctions, la cigarette, cette place qu'on prend est tellement forte que les gens vont parler avec des termes qui sont du registre de l'affectif. Moi, j'ai des patients qui me disent la cigarette, c'est ma copine. La cigarette, c'est mon doudou. C'est aussi... c'est vraiment un objet, c'est ma récompense. C'est mon petit... Voilà, c'est... donc, et puis on peut être amené du coup à avoir des croyances qui vont être pas rationnelles par rapport à la cigarette, avec au moment où on a envie de fumer, des pensées qui vont partir dans toutes les directions. Je me souviens d'un patient qui racontait que au travail, en fait, c'était son instrument pour contrôler son émotivité. Et donc, si j'arrête de fumer, je ne vais pas contrôler mon émotivité. Donc, je vais partir en live à la moindre remarque. Donc, je vais me faire mal voir. Donc, je vais perdre mon boulot à la prochaine charrette. Donc, je vais me retrouver au chômage. Donc, je ne vais plus avoir de sous. Donc, je vais perdre mon logement. Donc, je vais SDF. Donc, je fume parce que je ne veux pas devenir SDF. Enfin, on était presque dans une cascade de catastrophes comme ça. Ou une autre patiente qui me disait, moi, quand je suis énervée là, à 6 heures le soir et que les enfants m'énervent et tout, je me dis, si je fume pas, je vais leur taper dessus. Si je fume pas, ça va être la catastrophe, je vais avoir la DAS, etc. Donc on était dans des scénarios catastrophes, mais qui correspondent à, j'allais dire, qui vous permettent de mesurer la place que peut prendre la cigarette chez certains fumeurs. Et ça, c'est pas compréhensible pour quelqu'un qui fume pas. L'importance et le poids que peut avoir la cigarette dans une vie. Voilà. Donc ça participe en finale à son équilibre psychique et c'est renforcé encore une fois par la dépendance pharmacologique et on ne peut pas exclure là-dedans le rôle d'autres composants de la cigarette que la nicotine. Voilà. Alors du coup, quand on est dépendant à ce point-là, ou même un peu moins, comment on va arrêter de fumer ? Si on a une dépendance physique, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le propos. Il y a des traitements validés dont l'efficacité est réelle mais modeste. Vous savez qu'un fumeur qui désire s'arrêter de fumer, sans aucune aide, il a autour de 5% de chance d'y arriver durablement. C'est tout, 5%. C'est une dépendance terrible, la dépendance au tabac. Ces traitements-là, en gros, dans le meilleur des cas, ça double les chances de succès. On va arriver péniblement à 10%. Voilà. Le but de ces traitements n'est pas de supprimer les envies de cigarette, c'est simplement de permettre à celui qui a décidé de ne pas fumer de le faire plus confortablement. C'est tout ce que ça fait. C'est modeste. C'est pas rien du tout, mais c'est modeste. Voilà. Pour le reste, finalement, c'est quoi ? Si on prend les réflexes cigarettes, faut les perdre, les réflexes cigarettes. J'apprends à arrêter de fumer, à ne plus fumer quand je bois du café, à ne plus fumer quand je téléphone, à ne plus fumer au volant, à ne plus fumer quand j'attends le bus, etc. Soit je fais rien, soit je remplace la cigarette par autre chose. Et puis, en définitive, c'est apprendre à vivre sans fumer, apprendre à gérer ses émotions, la convivialité, etc. Apprendre finalement à chasser la cigarette de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut, dans certains cas, s'apparenter à un deuil. Voilà, c'est presque aussi... Ça rend quelquefois les gens aussi tristes qu'ils avaient perdu un être cher. Voilà, donc quelquefois, ça peut faire que... On ne peut pas toujours le faire tout seul, cette séparation avec la cigarette. On peut être accompagné. Quand je dis accompagné, tout le monde n'a pas forcément besoin de venir voir un tabacologue. Quelquefois, l'entourage peut être aidant. Si les petits trucs pour aider quelqu'un qui veut arrêter de fumer, c'est d'arrêter de lui en parler sans arrêt de sa cigarette. Parce que quand vous parlez de la cigarette avec un fumeur, ça lui donne envie de fumer. Ce n'est pas une très bonne idée. C'est d'arrêter de voir le côté négatif. Comment, t'en fumes encore 3 ? Alors ? Mais de voir, oh, dis donc, t'en as enlevé 17.
Voilà, vraiment de le valoriser, de l'encourager, et puis de vite passer à autre chose. Voilà. Mais on peut aussi aller voir son médecin traitant, on peut aller voir, voilà, on peut être accompagné par un professionnel. Voilà. Alors là, la e-cigarette là-dedans, on y vient. Vous avez bien compris que la cigarette électronique, si on remplace complètement une cigarette ordinaire par une cigarette électronique, on va limiter les risques pour la santé. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment se rassurer par rapport à ça. C'est un fournisseur de nicotine. Ça permet donc d'atténuer les signes de manque. Et puis, si on reprend le petit schéma de tout à l'heure, finalement, la gestuelle habituelle et les conditionnements et les sensations que le fumeur va chercher avec sa cigarette, pourquoi il ne pourrait pas les trouver avec une cigarette électronique? Et donc, voilà, j'ai remplacé la cigarette par une cigarette électronique. Et finalement, la cigarette électronique peut prendre autant de place dans la vie d'un fumeur, des fois, voire plus. Nous, on a des patients qui l'ont autour du cou, plus une deuxième en sécurité dans le sac, parce que depuis que j'ai arrêté de fumer, je la tiens dans la main, je ne la lâche plus. Ça, c'est vous entendez derrière un peu les réflexions, mais là, on est plus dans une réflexion sociétale que sur une réflexion médicale. Je continue. On peut aussi, en passant à la cigarette électronique, réaliser, et c'est un peu les fumeurs dont parlait Jacques tout à l'heure, que finalement, je suis capable, un certain nombre d'heures dans la journée, voire tout le temps, me passer de ma cigarette, et donc je prends confiance dans ma capacité à vivre sans cigarette. Donc ça peut favoriser le détachement. Voilà. Et puis, la cigarette électronique, après tout, pourrait prendre certaines fonctions de la cigarette dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, vous avez bien compris, ça n'a rien à voir avec la cigarette de tabac qu'on achète en bureau de tabac et qu'on fume et qui est mortel à plus ou moins long terme. Est-ce que c'est, j'ai pris l'image du couteau suisse, un outil extraordinaire qui va résoudre tous les problèmes courants du fumeur qui s'arrête de fumer, depuis son réveil jusqu'à son coucher le soir? Pourquoi pas? Il y a certains fumeurs qui l'utilisent comme ça. Est-ce que ça a le pouvoir de rendre dépendant? Peut-être. Ça pose problème surtout aux personnes, nous, qui viennent nous voir avec un objectif, certes santé, mais aussi j'en ai marre d'être esclave de quelque chose. Voilà. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus personnel comme motivation. Il y a certains fumeurs qui viennent parce qu'ils en ont marre que fumer soit une contrainte, d'être obligé le dimanche soir de faire tous les bureaux de tabac pour en trouver un ouvert parce que je suis en rupture de stock, ou d'être obligé, avant une réunion qui va durer très longtemps, de fumer comme un malade pour faire des réserves, pour être sûr de tenir toute la réunion, ou marre de se voir avec la cigarette déjà sortie à la fin du cinéma, ou marre d'être énervé parce que ses enfants ont besoin de nous et que moi je suis obligée d'aller sur le balcon pour aller fumer, que je culpabilise, etc. Donc là, ça c'est marre d'être dépendant. Est-ce que la cigarette électronique va satisfaire ces personnes-là? Je ne sais pas. Si on considère qu'on a tendance à être plutôt moins dépendant de la cigarette électronique que de la cigarette, ça peut être aussi, en tout cas, une transition élégante. Donc concrètement, nous les tabacologues, comment on fait avec la cigarette électronique? En gros, je dirais, on fait avec. C'est-à-dire que je ne vais pas la prescrire en premier lieu, je ne vais pas expressément et volontairement la recommander. La plupart de mes patients m'en parlent et je ne décourage jamais une personne de l'utiliser. Si la personne choisit de l'utiliser, alors je vais l'intégrer dans les stratégies qu'on va construire ensemble pour arriver vers, en fait, le but principal, c'est que la personne cesse de fumer. Voilà, merci de votre attention. Alors, pourquoi personnellement je m'intéresse particulièrement à ce sujet et pourquoi je suis là ce soir pour vous en parler? Parce que sur la question du tabac auprès des populations, je dirais, les plus vulnérables sur le plan psychiatrique, c'est un enjeu majeur de santé publique. En effet, si on observe précisément la réalité du tabac dans ces populations, étant tabacologue, travaillant en secteur psychiatrique, en hôpital psychiatrique, on est confronté à des patients qui ont des souffrances importantes. Je pense à des patients schizophrènes, je pense à des patients bipolaires, des patients dépressifs. Et chez ces patients, c'est un véritable enjeu de santé publique. Alors, pourquoi c'est un enjeu de santé publique?
Tout d'abord parce qu'on constate que dans cette population, les gens sont des très gros fumeurs. C'est-à-dire qu'ils fument plus que dans la population générale. Ils fument plus fortement. C'est-à-dire que si on analyse leur taux de nicotine absorbé et leur taux de monoxyde de carbone, eh bien, ils ont des taux qui sont bien plus élevés que dans la population générale. La conséquence de ça, c'est que finalement, ce sont aussi des gens qui vont avoir des complications sur la santé qui vont être aussi beaucoup plus importantes. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, eh bien, on se rend compte que, notamment chez les patients schizophrènes, le tabac va représenter une cause de mortalité extrêmement élevée. Aujourd'hui, la première cause de mortalité chez ces patients, c'est le suicide. Et en deuxième position, c'est le tabac. Donc vous imaginez un peu l'enjeu, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'énergie, énormément d'énergie à traiter ces patients, à les accompagner, à essayer de leur permettre de fonctionner dans la société. Et puis finalement, ce qui va les tuer, c'est leur consommation de tabac. Donc là, il y a quelque chose d'absolument dramatique dans le constat que l'on peut faire par rapport à cette cause. Et puis, en plus, c'est une cause évitable, ce tabac. C'est-à-dire que si on les accompagne, si on les motive, eh bien, on peut les aider à baisser leur consommation, à arrêter, et du coup à réduire ces causes de mortalité. Donc ce sont des gens qui vont avoir plus de complications sur la santé, sur les maladies cardiovasculaires, sur les cancers du poumon, sur tous les cancers qui peuvent être liés au tabac. On constate aussi, et alors ça c'est quand même aussi, ça nous interpelle, sur le plan thérapeutique, c'est que la plupart des médicaments interagissent avec le tabac. Ça veut dire que pour que les gens soient stabilisés avec leur traitement, on est obligé d'augmenter la dose du traitement, parce qu'il y a une compétition avec le tabac, ce qui fait que pour avoir le même effet du médicament, vous êtes obligé de monter la dose. Alors quand vous connaissez ces médicaments qui soignent ces maladies, vous savez qu'elles ont énormément d'effets secondaires, et vous imaginez bien que plus on monte la dose, plus il y a des risques d'effets secondaires. Donc sur la santé, c'est un élément qui est majeur. Mais il n'y a pas que la santé, il y a aussi la question du social, de l'impact social. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte quand même que plus souvent, ce sont des gens qui ont des revenus assez modestes, parfois des pensions d'invalidité, bon, voilà. Donc des sommes assez ridicules mensuelles. Et sur cette somme va être impacté le coût du tabac. Et c'est des sommes qui peuvent aller jusqu'à 300, 400 euros par mois, rien qu'en consommation tabagique. J'avais dit, c'est des gros fumeurs, ils fument plus que les autres. Donc les constats que l'on fait aujourd'hui sur cette population nous amènent à dire qu'ils sont certainement beaucoup plus fragiles et beaucoup plus à même d'avoir des complications. Donc c'est vraiment un public qui est cible. Alors, en quoi finalement cette question de la cigarette électronique intéresse sur le plan pratique notre activité? Eh bien, si on reprend un petit peu l'histoire du fonctionnement de la question du tabac, notamment en psychiatrie, c'est intéressant de voir qu'en une trentaine d'années, on a fait un bond énorme en termes de prise en charge. Il faut voir que, pour ceux qui ont connu un peu, j'espère pas, mais ces services, avant toutes les lois sur le tabac était omniprésent dans les unités. Vous aviez des fumoirs, et dans ces fumoirs, les gens fumaient, et puis c'était un vrai nuage quand on rentrait là-dedans, un vrai brouillard qui imprégnait les murs, voilà. Et vous aviez à l'extérieur des espaces qui étaient créés pour que les gens puissent allumer leurs cigarettes, des sortes de petits becs de briquets. Voilà, donc les gens étaient tout le temps en train de tirer sur leurs cigarettes et d'allumer leurs cigarettes sur ces petits briquets. Le tabac faisait partie du quotidien, c'est-à-dire que quand un patient aidait un petit peu à ranger sa chambre, son linge, eh bien, on pouvait aussi fonctionner avec des cigarettes comme une sorte de troc, on le rémunérait finalement avec ces cigarettes. Et puis, il faut se rappeler aussi, les soignants, les médecins notamment, faisaient leurs visites en fumant leurs cigarettes tout en discutant avec les patients. Alors ça, c'est pas si vieux. Donc voilà, on est passé de cette réalité-là, qui est finalement pas si ancienne, à une réalité où, d'un coup, on a interdit, ça c'est la loi qui l'a imposé, la présence du tabac dans les services.
vous imaginez un petit peu le bouleversement sur le plan des comportements, sur le plan du rapport avec ce produit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, on a fermé les fumoirs, on a créé des petits espaces extérieurs, et qu'on appelle, nous, des abribus, parce que ça a vraiment cet aspect-là. Et puis, on a dit, ben non, c'est terminé, on n'a plus le droit de fumer dans les services. Sauf que, et c'est vrai dans toute la France, il y a des services qui sont situés dans des étages, où vous n'avez pas de cour extérieure, où vous n'avez pas de balcon, voilà. Et donc, il faut faire avec. Vous imaginez des gens qui sont hospitalisés contre leur gré, qui se retrouvent dans ces unités et à ne plus pouvoir fumer. Bon, en fait, la réalité, c'est qu'en pratique, ça fume. Parce que c'est impossible de contrôler ça. Donc, aujourd'hui, notre lutte quotidienne, c'est d'essayer d'intégrer auprès de nos collègues et auprès des patients, le fait que, eh bien, il faut vraiment tendre vers une diminution maximale, et si possible vers un arrêt, de la consommation tabagique. Donc, le concept que j'évoque avec vous là, c'est le concept de réduction des risques, réduction des dommages liés au tabac. Et c'est, d'une certaine manière, sur le plan conceptuel, un peu une révolution même pour nous, tabacologues, parce qu'on a été quand même beaucoup dans le tout ou rien, c'est-à-dire soit je fume, soit je suis abstinent. Et aujourd'hui, on y arrive, mais à intégrer un peu plus cette dimension de réduction des risques. Et vous verrez que la question de la cigarette électronique, en tout cas pour moi, c'est un vrai outil de réduction des risques. Donc, la loi a impacté sur les services tels qu'il a fallu, en effet, progressivement accepter le fait que les patients puissent changer leur comportement. Et c'est vrai qu'au début, les attitudes des soignants, ça a été surtout d'appliquer la loi. Donc, les soignants sont devenus des véritables gardes-chiourmes à contrôler en permanence ces patients qui fumaient aux fenêtres, dans leur chambre, dans la salle de bain, dans les toilettes, à faire la police en permanence, quoi. Donc ça a vraiment été très compliqué, une prise d'énergie importante. Et puis petit à petit, grâce aussi aux différentes connaissances que nous avons maintenant sur la question, notamment sur l'impact sur les médicaments, sur l'impact sur la santé, et bien petit à petit, on commence à intégrer dans nos pratiques le fait que le tabac représente un vrai danger de santé et que chez ces patients particulièrement, il y a aussi un travail à faire avec eux. Alors, quand on discute avec des professionnels de la psychiatrie, ils vous disent « oui, mais attendez, le tabac, c'est un bon moyen de communication avec les patients. » C'est-à-dire que quand on sort fumer une cigarette avec lui, les choses s'apaisent, on peut discuter, c'est quand même plus facile. Et finalement, pourquoi on se priverait de ça? Deuxième point, c'est de dire, oui, mais finalement, ce tabac, quand les gens sont hospitalisés, déjà qu'ils sont hospitalisés contre leur gré, si on leur enlève la cigarette, on leur prive d'une liberté. Et puis l'autre point, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait quand les patients ne peuvent pas sortir, qu'on n'a pas d'espace? Il faut bien limiter, il faut bien faire avec. Donc pour toutes ces raisons et pour toutes ces résistances, finalement, la question du tabac en psychiatrie a vraiment été quelque chose de compliqué. Et donc, particulièrement par rapport à cette réalité-là, eh bien, on a été extrêmement intéressé par toutes les nouveautés en matière de prise en charge du tabagisme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition aujourd'hui sur le plan thérapeutique? Eh bien, en psychiatrie particulièrement, ce qui fonctionne, ce qui a montré en tout cas un impact, c'est les substituts nicotiniques. Ça paraît tellement simple, c'est-à-dire finalement quelqu'un est dépendant de la nicotine, on lui colle un patch, on lui fait prendre des gommes et le problème est réglé. C'est tellement simple et puis c'est tellement faux. Parce que finalement, la dépendance physique, c'est une chose, mais ce qui est bien plus important, et les fumeurs vous le diront, c'est la dépendance psychologique, c'est la dépendance comportementale, c'est le fait que finalement, on s'habitue au quotidien à une gestuelle, à des moments dans la journée où le tabac va accompagner ces moments. Alors c'est vrai pour tout à chacun, c'est vrai pour tous les fumeurs, mais alors c'est particulièrement vrai pour ces patients qui souffrent de maladies mentales, parce que souvent, ils n'ont pas forcément d'activité professionnelle, ils n'ont pas forcément d'activité sociale, ils n'ont pas forcément un grand relationnel, ils sont parfois extrêmement perturbés aussi par leur pathologie mentale, qui fait que le tabac peut représenter aussi un moment de pause. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons,
eh bien, cet aspect comportemental chez eux est extrêmement important. Et donc, finalement, à chaque fois que la personne va avoir des émotions, eh bien, elle va avoir tendance à y répondre en fumant des cigarettes. Alors c'est très intéressant parce que quand on voit des gens être hospitalisés, on se rend compte très vite qu'il y a une augmentation parfois de la consommation tabagique parce que finalement il y a un stress qui est généré. Et puis finalement dès que le médicament commence à agir, dès que les gens sont un peu apaisés, on a une baisse de la consommation qu'on observe. Donc pour vous dire que la question de la dépendance physique, c'est une chose, la nicotine y répond très bien, mais alors c'est très faible par rapport à la vraie problématique du tabac, et c'est surtout finalement la problématique comportementale qui intervient. Et donc chez ces patients particulièrement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Parce que ça aussi, c'est un discours qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire que finalement, en psychiatrie, ça ne sert à rien d'aider les gens à arrêter de fumer, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Ça, vous l'entendrez en permanence. Ça ne fonctionne pas, les gens n'y arrivent pas, ils n'arrêtent pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a plein d'études qui le montrent. On peut tout à fait arriver à des résultats d'abstinence pour des patients qui souffrent de maladies mentales. Mais alors là où on est encore meilleur, c'est dans la réduction de la consommation. Donc vous voyez, je vous parlais de réduction des risques, et maintenant je vous parle de réduction de la consommation. Alors, à un moment donné, il y a un outil qui est sorti, c'était l'inhaleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'inhaleur nicotinique. C'est un petit bec, on y met une capsule de nicotine et puis les gens pompent dessus. Et on se disait, mais ça, c'est un super moyen quand les gens sont enfermés finalement dans un service, quand ils sont en chambre d'isolement, pour les aider à ne pas souffrir du manque. Et puis on se dit, ça va répondre aussi à l'aspect comportemental du tabac. Donc, on a commencé à faire des études sur ça. Et puis on s'est rendu compte que finalement les gens y allaient facilement, demandaient l'outil, demandaient cet inhaleur, mais au bout de 3-4 jours, ils lâchaient l'inhaleur. C'est-à-dire qu'ils s'en détachaient parce que ça ne répondait pas complètement à leurs besoins physiques, mais aussi psychologiques. Et certains patients décrivent très bien en disant « Moi, quand je fume, j'ai la fumée qui se dégage et finalement, je m'évade un peu dans cette fumée, ça me pose et je ne pense plus à rien. » Voilà. Bon. Donc, on a bien vu que finalement, cet inhaleur, il avait ses limites. Et quand on a commencé à avoir la cigarette électronique, on s'est dit, chouette, là, il y a un outil nouveau qui arrive et sur lequel il y a à la fois de la nicotine, tout bénef, et il y a en plus la fumée. Et finalement, ce sont les patients qui nous y ont mis à cette cigarette électronique parce que la plupart sont arrivés d'emblée en disant « moi j'ai acheté la cigarette électronique, c'est quand même pas donné, hein, c'est 60-70 € quand on est sur des produits de qualité ». Mais certains ont fait, malgré leur revenu assez faible, ils ont fait l'achat. Et ils sont arrivés avec leur cigarette électronique. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que déjà, beaucoup de patients se sont mis à la cigarette électronique. Spontanément. Parce qu'il y a un mouvement social, parce qu'on en parle, parce que finalement il y en a un qui l'a essayé, puis ça fonctionne, puis ils en parlent à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est que quand ils utilisent la cigarette électronique, et il y a des études, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, parce que c'est un phénomène qui est quand même assez récent, mais il y a quelques études qui montrent que quand on utilise la cigarette électronique chez ces patients, eh bien, il y a une réduction de la consommation. Une réduction qui peut aller jusqu'à 50% de la consommation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réduction de la consommation, elle est corrélée avec une réduction du taux de monoxyde de carbone. Donc ça montre bien qu'ils ne compensent pas le nombre de cigarettes en pompant plus sur leurs cigarettes, mais qu'il y a vraiment une baisse de l'absorption de tabac et de fumée et de monoxyde de carbone. Donc, en termes d'impact, il faudra d'autres études pour l'asseoir, mais en termes d'impact, on se rend compte quand même qu'en termes de réduction de la consommation tabagique, il y a un impact réel. Alors, le débat aujourd'hui, c'est de savoir si cette réduction de la consommation, elle a vraiment un impact sur la santé. Est-ce qu'en effet, en baissant la consommation, ce sont des gens qui vont avoir moins de cancer, moins de pathologies vasculaires, cardiaques, voilà. Et là-dessus, il y a encore débat, mais il y a des travaux qui vont plutôt dans le bon sens. Voilà, donc je voulais vous donner un petit peu cette vision
un peu cinétique et un peu historique de la problématique du tabac en psychiatrie pour vous dire que véritablement, la cigarette électronique peut représenter un outil extrêmement intéressant en termes de réduction des risques, de réduction des dommages chez des gens qui ont, dans leur rapport à la cigarette, quelque chose de très fort dans le rapport affectif, dans le rapport comportemental. Après, de dire que c'est forcément la solution à l'arrêt du tabac, probablement pas, parce qu'on voit bien aussi, la réalité, c'est que quand ils arrêtent la cigarette électronique, beaucoup vont repartir sur des consommations de tabac. Maintenant, pourquoi ne pas imaginer que ces personnes gardent pendant plusieurs années la cigarette électronique comme un substitut? Voilà. Ce sont des pistes qu'il faudra probablement creuser. Mais quoi qu'il en soit, il semble que ça soit un outil intéressant et nous sommes vraiment tout attentifs à tout ce que pourra nous apporter en plus des nouvelles études comparatives sur cet outil-là. Voilà, merci de votre attention.